revenir sur les cases à cocher. Donc pour toi, les cases à cocher dans la société, c'est le mariage, la stabilité financière. Ouais, et vu la discussion qu'on vient d'avoir, c'est le mariage monogame. Voilà. Ouais, je sais pas. J'ai une approche assez particulière de ce sujet. Et n'ayant... J'ai failli dire quelque chose, mais en fait, c'est la question que je vais te poser. Je Est-ce t'écoute. que tu as l'impression de subir une certaine pression du coup de la société? Non, moi, je suis spécial, je pense. Je suis le maître de moi-même, donc je ne ressens aucune pression. Voilà. Peut-être il y a quelques années, mais après, à partir d'un certain moment, j'ai décidé justement... J'ai beaucoup souffert d'incohérence. Du fait d'avoir pris des décisions qui étaient incohérentes avec qui je suis. Et j'en ai tellement souffert qu'aujourd'hui, j'ai décidé pas de faire ce que je veux, mais d'être cohérent avec ma vision. Donc à partir du moment où si j'ai un petit doute sur une décision à prendre, je m'assois et je me demande est-ce que ça serait cohérent de le faire ou pas. Voilà. Comme accepter cette émission, avant d'accepter, je me suis demandé est-ce que c'est cohérent avec ce que je veux faire de mon année. Voilà. De mon année, oui. Puisque chaque année, je sais ce que je dois accomplir ou pas. Et c'était cohérent, c'était aligné, donc j'accepte sans trembler. Qu'est-ce que tu dois faire de ton année? Ça, c'est un peu personnel. Non, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de domaines, mais... Non, je veux dire, de quel aspect c'est cohérent, en fait? Déjà, j'ai décidé de plus trop me montrer. Okay. Voilà. Donc, on peut t'entendre, mais pas te voir. Voilà, exactement. Ok, parfait. Genre, je joue au mystérieux et tout. Et comme je veux retravailler ma carrière sur l'aspect promouvoir le marketing, un peu le vulgariser, et aussi sur les aspects sociaux de mes activités. Voilà, donc c'est important pour moi d'avoir, on va appeler ça de la visibilité, sans trop en avoir. Voilà. Okay. En gros, c'est ça. Tu n'es pas venu ici faire ta pub. Donc c'était cohérent avec moi-même, donc j'ai accepté. Voilà. Donc pour être cohérent avec moi-même, je suis très peu sensible aux cases à cocher de la société. Je pense que tu n'étais pas forcément le meilleur client pour ce sujet-là. C'est plus parce que je voulais un partage d'expérience de quelqu'un qui a été marqué, quoi. Mais d'ailleurs, non, si tu peux être le bon client. Tu as dit que ce n'est qu'il y a quelques années que tu as décidé d'être, ou du moins de prendre des décisions qui étaient cohérentes avec la personne que tu étais. C'est ça. Du coup, comment ça se passait avant? Et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur ou les éléments déclencheurs qui ont fait en sorte que tu te dises, bon écoute, je fais les choses comme je suis, en fait. Bon, c'est pas bien compliqué. On va commencer par l'élément déclencheur. C'est même pas un demi-tour, c'est un carrefour. Ça a été ma période de dépression. Okay. Voilà. Ma période de dépression en fait, c'est comme si on te mettait devant un miroir et tu te reconnaissais pas. Voilà. Okay. Et du coup, à partir de là, en fait, tu te rends compte que tu t'es construit tout un personnage pour la société. La société te demande de faire ça, de monter une boîte comme ça, tu dois montrer ça sur les réseaux sociaux, etc. Tu dois être marié, tu dois avoir des enfants, tu dois gérer les choses comme ça. Mais à partir d'un certain moment, justement, c'est là où l'incohérence intervient, c'est que malgré le fait que tu aies coché toutes les cases, mais tu n'es pas heureux. Et le fait que tu ne comprennes pas pourquoi tu n'es pas heureux, et que tu vois que les autres sont heureux alors qu'ils ont moins bien fait que toi, ben c'est ce décalage-là qui fait qu'après tu te rends compte que tu vivais pas la vie, ta propre vie, tu vivais la vie qu'on a écrite pour toi. En gros, c'est ça. Que les gens font semblant d'être heureux. Ils font semblant? Oui, mais ils le font bien en tout cas. Okay, du coup, ça a été ça le déclencheur. À partir de là, j'ai compris qu'il fallait que je comprenne déjà qui j'étais et puis être cohérent avec ce plan-là. Tu as compris tout seul ou tu t'es fait accompagner? Non, j'ai compris tout seul. J'ai pas osé voir quelqu'un. Ok. Ou j'y ai pas pensé, je sais pas. Non, je pense que j'étais pas... J'étais dans une phase où je pense que personne n'aurait compris. Voilà. Même pas un spécialiste? Même pas un spécialiste. Ok. Mais c'est une idée qui t'a effleuré l'esprit? Pas du tout. Je pense même pas. Je pense pas. Je crois pas, non. Ok. Pourquoi? C'est pas notre culture. Donc de manière instinctive, l'idée me serait pas venue, je pense. C'est avec le recul, quand j'ai pris du recul, que je me suis dit, ouais, peut-être ça aurait aidé. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré une psychologue. Tu as dit en introduction que tu avais une double culture. Pourquoi tu fais ça?
Oui, mais bon, j'ai plus baigné dans celle de mon père. J'ai plus baigné dans la gabonaise. Et du coup, voilà. Ok, donc vous étiez- D'ailleurs, on m'appelle le faux blanc souvent. Donc c'est pour dire. Ouais, vraiment fou. Mais du coup, tu disais que tu as rencontré une psy il y a pas longtemps? Oui, mais pas du tout pour... en fait, je voulais vulgariser un peu les activités des psychologues et tout. Donc, j'ai emmené des gens vers une psychologue. Mais avant de le faire, je l'ai d'abord rencontré pour discuter. Voilà. Et c'est là où j'ai découvert comment ça se passe, comment ça fonctionne et tout. Et en l'écoutant, je me suis dit, ah, ça m'aurait sûrement aidé de la voir plus tôt. Est-ce que j'ai consulté après? Non. Mais Est-ce que tu penses? que je devrais? Non. Enfin, que tu devrais. Es-tu fou? J'ai pas aimé la manière dont tu dis ça, mais oui, est-ce que tu penses que tu devrais? Oui, en vérité, je pense que tout le monde devrait. Ok. Ouais, je pense que autant on va chez le docteur une fois par mois ou d'une fois tous les 2 mois, je pense qu'on devrait voir un psychologue tout le temps en fait. Ok. Même sans raison apparente. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Comme un bilan de santé. C'est ce que j'allais dire. J'ai vu une fois un tweet, parce que c'est un truc que je dis, que je dis à tout le temps, enfin tout le temps, tout le monde, quand j'en parle. J'ai vu un tweet un jour d'une nana qui disait un truc du genre vous allez voir des dentistes tous les ans, une fois par an, pour aller check vos dents. C'est ça. Vous allez voir un ophtalmo une fois par an pour aller check vos yeux. Vous devriez aller voir un psychologue pour aller check votre esprit. Et pour la petite histoire, quand je suis allé la voir, bon, j'en ai profité pour lui poser une petite question que je me posais. Quand je fais mes actions sociales, je suis très, très touché personnellement. C'est-à-dire que quand je discute par exemple avec un malade ou une personne qui a un problème et que je rentre chez moi, j'ai l'impression d'avoir récupéré son problème. Voilà, je me réveille avec son problème, comme si c'est moi qui étais malade, c'est moi qui avais des problèmes. Et elle m'a expliqué le transfert, j'ai oublié c'était quoi l'expression exacte, mais elle disait que je m'étais formaté en faisant des transferts. C'est-à-dire que pour moi, être bienveillant et attentif aux gens, c'était d'absorber leurs problèmes. Okay. Voilà. Et du coup, elle m'a débloqué ce truc-là en 5 minutes. Elle m'a expliqué que tu peux parfaitement aider les gens sans devenir une éponge. Du coup, voilà. Du coup, tu n'es plus une éponge. J'y travaille. Mais c'est pour dire que franchement, il faut y aller, quoi. Même par curiosité, au moins une fois. Ok. Du coup, on est parti de loin. De l'élément déclencheur. Il fallait qu'on revienne à comment c'était avant. Mais avant, j'étais un pur produit de la... Bon, j'avais quand même mon aspect un peu indomptable. Mais j'essaie quand même de cocher des cases. Il faut avoir une bonne situation. Et quand l'argent ne rentre pas, même si la famille fonctionne bien, mais le fait de ne pas avoir un certain niveau de vie, de ne pas avoir de voiture, de ne pas avoir de jolies maisons, de ne pas habiter dans un beau quartier ou de ne pas être marié déjà, d'être en couple mais de ne pas être marié, c'est comme si ce que je faisais avait peu de valeur. C'était pas assez bien. Auprès de qui? Auprès de tout le monde. Auprès des autres amis, auprès des gens qu'on veut impressionner. Voilà. On veut impressionner qui? On veut impressionner un peu tout le monde ici au Gabon. On veut impressionner tous les gens de son entourage. On veut être quelqu'un de bien. On veut se dire que bon, quand mon pote va partir, il faut qu'il dise que j'ai une super vie. Il faut qu'il se dise que je vais bien, que je fais les choses bien, que je gère bien ma société, etc., etc. Je trouve qu'avec les réseaux sociaux en plus, on veut impressionner tout le monde. Ok. Tu penses que c'est un truc d'homme? Je pense que c'est plus. Avec un petit H. Je pense que c'est plus fort chez nous. Ah, bon, peut-être que c'est pas les mêmes raisons, mais c'est peut-être plus fort chez nous parce que nous, la société nous donne cette responsabilité de tenir la famille. Voilà, c'est nous qui devons gérer financièrement, on doit gérer les enfants, c'est quand même... Ouais. Non, c'est peut-être pas pour les mêmes raisons, mais c'est pas plus fort que pour les femmes, mais c'est différent. Ok. Et du coup, une fois l'ami passé, rentré chez lui et il a vu ta jolie maison, ou peut-être pas ta jolie maison, c'est quoi? C'est un sentiment d'échec, oui. De sous-valeur, Oui, c'est de la déprime pure et dure. C'est cette impression de... C'est l'estime qui est touchée, voilà. C'est l'estime. Ça veut dire qu'il n'y a pas un moment donné où avec des proches, j'ai envie de dire,
le vous, c'est vraiment vous pour les hommes, vous vous sentez assez à l'aise pour être vrai, ou alors du coup ce sont des gens qui ne sont pas des intimes? Non, jusqu'aux intimes, c'est pareil. Même des anecdotes, la première fois que j'ai acheté une voiture, moi j'étais assez jeune, mais quand j'ai emmené la voiture à la maison, de très proche, l'ont pris comme si je voulais montrer quelque chose. C'était comme si j'étais en train de les humilier. Donc c'est très présent comme sentiment. Voilà. Donc il y a cette pseudo-idée où les gens te félicitent, mais en vérité, voilà, tu contribues au fait que tu les frustres. Okay. Tu leur montres qu'ils sont en retard. En gros, c'est ça. Non, c'est hyper présent, je pense. Je pense que ça viendrait d'où? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que en famille, même si tu dis que tu as eu une éducation mixte, est-ce que en famille, on t'a répété des choses que tu dois faire, que tu dois dire, que tu dois avoir à un certain âge? Oui, un homme à 15 ans, ça fait ci, à 30 ans, ça fait ça. Ouais, je pense que c'est pas des choses qu'on dit de manière... c'est pas très clair, voilà. Okay. Mais c'est des petits indices par-ci, par-là. Même, par exemple, le fait d'avoir amené la voiture, j'ai eu comme un traitement de faveur. Après, là, je parle de ma famille un peu large. Hein. Okay. Voilà, entre cousins et tout. J'ai eu un traitement de faveur. J'étais mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais dans la famille, tu as une voiture, tu es plus important que les autres. Quand il y a des courses à faire, c'est important. On a besoin de te voir, tu dois être là. Voilà, quand il y a les voitures garées devant le parking, il y a la tienne. Voilà, quand il s'agit de partir à un endroit, je veux dire... Tu es plus important que les autres, c'est un fait. Vous avez des familles spéciales ou alors c'est moi qui... Non, je pense que c'est tout le monde. Je pense que c'est tout le monde. Moi, je sais pas, j'ai pas vécu ça. Je connais pas ça, mais après, je suis aussi consciente du fait que j'ai un caractère qui est particulier et que j'ai réussi d'une manière ou d'une autre à l'imposer dans mon entourage. Moi, on ne m'impose pas de choses. On ne me donne pas de directives par rapport en tout cas à ma vie ou à mes choix de vie. On me subit. On me subit. Après, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont... je pense qu'à tous mes épisodes, je vais faire des shout-outs à mes parents qui sont géniaux. C'est grâce à eux que je suis qui je suis aujourd'hui. Mais du coup, c'est intéressant parce que c'est des choses que je connais pas. Ou du moins que je n'ai pas expérimenté. On va dire ça comme ça. C'est des choses que j'ai pas expérimentées. Mais je pense que c'est courant. C'est courant? Ouais, je pense que c'est la norme. Qu'est-ce qui est la norme en fait? Qu'on impose aux gens un niveau, d'avoir réalisé certaines choses pour leur accorder de la considération. Tu n'es rien dans la société si tu n'as pas réalisé ça, ça et ça. Je suis pas d'accord avec ça, mais je comprends. Enfin, je suis pas d'accord parce que en tout cas pour moi, c'est pas... Même financièrement, il y a comme des clauses. Je me rappelle le tout premier boulot que j'ai pris, il y a quelqu'un de très proche de moi qui a une autorité, je dirais pas forcément c'est qui, et qui m'a dit, parce que j'avais pris ce boulot alors que j'étais censé être de passage au Gabon, voilà. Puis j'étais, voilà. Ouais. Et quand j'ai pris ce boulot et que je l'ai annoncé, au lieu qu'on me félicite en se disant félicitations, tu as trouvé un boulot qui te plaît, voilà, c'est ta voix, machin. On m'a dit... Tu te prends pour qui? Non, on m'a dit, tu ne seras jamais rien tant que tu ne toucheras pas la somme de 1 million. Pourquoi 1 million? Pourquoi pas 500 000? Pourquoi pas 850 000? Donc c'est comme une règle, à partir d'1 million, tu es un vrai individu. Pourquoi? Je sais pas. Et ça m'a marqué. Et du coup, tu t'es battu pour avoir le million? Oui, et je l'ai ramené pour qu'il le voit. Donc tu vois, c'est quand même... Et c'est cette réflexion, cette personne a dû la ramasser quelque part. Peut-être que c'était juste pour t'embêter. Non, c'était pas pour m'embêter. Pas du tout. Et aujourd'hui, cette personne, qu'est-ce qu'elle devient? Qu'est-ce que vos rapports deviennent? Parce qu'on va pas citer. Pour cette personne, je suis un vrai individu maintenant. Depuis le million? Ben oui. J'ai le grade. Même si après, tu as foutu la merde. Oui, mais j'ai le grade, ça, j'ai accédé au truc. Waouh. Voilà. Le Saint Graal. Voilà. Le million. Mais vraiment, l'anecdote sur la voiture, c'est vraiment marquant. C'est à partir du moment où j'ai eu la voiture, mon statut a changé.
Mais après, on le dit souvent, on le voit dans les blagues où on dit que durant les réunions, on écoute ceux qui ont l'argent, Oui, même si ce sont les plus jeunes. Ouais. Et que les autres, on les envoie acheter le coca. Ouais, donc la pression en vérité, la pression est dingue de la société, c'est ouf. Peut-être qu'on s'en rend pas spécialement compte, mais bon, c'est au quotidien. En parlant de ce que la société impose, surtout aux hommes, est-ce qu'on t'a appris à être un bon partenaire, un bon père, un partenaire aimant, ou alors la définition d'un homme, en tout cas de ce que tu sais, c'est forcément d'être du coup celui qui coche les cases dans le sens où celui qui apporte la stabilité financière, celui qui est un pourvoyeur. Et qui sont tes modèles, qui sont tes inspirations. Bon, après, ne me sors pas du Malcolm X, hein, s'il te plaît. Non, déjà j'en cherche là, des inspirations, des modèles. Des gens. Après, ça peut être des. Moi, ça me dérange pas qu'un modèle soit un personnage fictif. Par exemple, genre, on a grandi avec des séries. Pour moi, un père aimant, c'est genre Oncle Phil, quoi. Et un autre truc que je me dis souvent, c'est que on veut soit ressembler à nos parents, soit être leur exact opposé. Ouais. Ou sur ça. Après, ça peut être pas sur tout, ça peut être sur des aspects. Par exemple, je veux être comme mon père. Je donne un exemple simple. Un exemple vraiment genre personnel. Moi, mon papa, il est de base, c'est un ingénieur en pont et chaussée. Donc c'est quelqu'un qui de ses études a fait un peu de méca, un peu de physique, un peu d'électricité. Donc c'est un homme qui bidouille à la maison. C'est quand il est dépassé qu'il se rend compte qu'il faut qu'il appelle un spécialiste. Quand la maison prend feu. Et des fois, il nous a d'abord bidouillé dans la merde. Ouais. Il a essayé. Il a voulu bidouiller, il a voulu essayer. Donc moi j'ai vu mon père, voilà. Pour moi, c'est quelqu'un de manuel, c'est quelqu'un qui essaie d'abord par lui-même, en tout cas, les choses de la maison. Et qui, quand il sait que, bon, là, il y a quand même des gens qui ont poussé un peu plus leur formation ou leurs études, ou même leur expérience par rapport à un sujet, c'est là qu'il laisse tomber. Ou des fois, il faut même se fâcher avec lui que, man, arrête ça, cherchons un plombier, en fait. Et après, je sais qu'il y a des hommes où il y a des personnes, leur père, c'est des gens du bureau. Moi, mon père, il allait au travail en chemisette et en jean, en polo et en jean. J'ai pas souvent vu mon père en costume, sauf pour les grandes occasions. Il y en a pour qui c'est le quotidien, c'est leur père, c'est le beau costume, dans la voiture, ça va dans le bureau climatisé, tout ça. Du coup, je sais que tous les hommes ne sont pas comme ça et que je ne peux pas forcément attendre ça d'un partenaire. Mais par exemple, je sais... En tout cas, pour moi, je sais que c'est pas forcément ce que je dois attendre. Mais tu as des gens pour qui, voilà, si le modèle que j'ai eu à la maison, c'est un homme qui est manuel, pour moi, un homme, ça doit être manuel. Ok. Comme si je prends le côté de la femme, il y a des gens qui ont vu leur maman, c'était une maman active. Donc pour eux, ou pour elle, une femme, ça va être active. Ou leur maman, c'était une maman active, qui avait une profession qui nécessitait de partir au travail tous les jours. Parce qu'une femme au foyer, c'est quand même une femme active aussi. Oui, voilà. De ouf. C'est pour ça que je suis revenu sur mes propos, pour pas que ça prête à... Sauf qu'elle n'a pas de salaire. Je vais me faire insulter partout. Donc du coup, voilà, il y en a pour qui une femme, c'est une femme qui doit être... Parce que c'est ce qu'ils ont vu en fait. Ouais. Une femme qui doit être à la maison, qui doit faire X, Y, Z choses. Et c'est le modèle qu'ils ont. Ou alors, tu peux te dire... Moi, j'ai vu ma mère à la maison, c'est pas la vie à laquelle j'aspire. Je veux être l'opposé. Ce genre de questions, là, les gens arrivent à répondre avec précision. De quoi? De dire qui sont leurs modèles en tant que père. Est-ce que les gens arrivent à dire à précision? Oui. Ouais. Mais je pense que les femmes arrivent à le dire avec précision. Parce que, je sais pas, parce que... l'impression que depuis leur enfance, elles ont un rapport avec d'autres femmes, elles abordent des sujets avec d'autres femmes que les hommes ne font pas entre eux. Et donc oui, par exemple, je sais que je veux avoir tel aspect de la personnalité de ma mère en tant que mère. Je veux être comme ma sœur par rapport à sa manière d'éduquer les enfants.
parce que je trouve qu'elle a une manière particulière. En tout cas, je trouve ses enfants très éveillés, très XY, parce qu'elle a fonctionné d'une certaine manière. Je veux pas avoir cet aspect-là de son attitude de mère, parce que ça ne... Après, peut-être cette question marche pour des gens qui ont été parents tard ou matures. Non, mais après, ça peut être je veux être une maman comme tata telle, parce qu'elle était gentille, elle était douce, elle était câline. Je veux être une maman, ou je veux pas être une maman comme tata telle, parce qu'elle était dure. Je veux être maman comme tata telle, parce qu'elle était ouverte à la discussion. Je veux, Ok. voilà, je veux... Ou toutes mes tantes c'était des sorcières, je veux absolument pas être comme elle, tu vois. On a forcément des modèles, on a forcément des référentiels. Mais moi, je me demande si les hommes ont des référentiels, pas pour le succès, la réussite sociale, mais pour être de bons partenaires et de bons pères. Ok. Bon. Je t'ai laissé beaucoup parler parce que j'en profitais pour réfléchir. Je me projetais dans mes souvenirs pour savoir si j'avais ressenti des influences et tout. Je trouve pas, en vérité. Comment tu as appris? Par contre, il y a quelque chose que j'aime répéter, c'est que le souvenir le plus touchant que j'ai de mon père, le truc qui m'a marqué le plus de lui, c'est que chaque matin, c'est lui qui réveillait toute la maison, ma mère compris. Voilà. Et que quand il nous réveillait, tous les matins où il a été avec nous, et que quand il nous réveillait, il avait déjà fait tous les petits déjeuners. Et il a fait jusqu'à ce qu'on soit grand, jusqu'à ce qu'on soit au lycée. Il a toujours fait ça. Et ça ne me marquait pas spécialement avant, mais plus en grandissant, c'est un truc auquel je pense souvent. Voilà. Et qui pour moi, c'est devenu comme un exemple de ce qu'est un bon père. Moi, j'étais père tôt, j'étais père à 20 ans. Et en plus, mon caractère, je suis quelqu'un d'un peu tête en l'air. Donc justement, je ne pense pas avoir été assez attentif pour observer des comportements et avoir des référentiels ou des exemples. Non. Au moment où j'ai été père, j'ai été père. J'avais pas eu le temps de m'entraîner ou d'avoir un modèle, tu vois, ou d'observer d'autres personnes. J'ai été père à 20 ans. Et c'était très peu après la séparation de mes parents, qui s'était faite un peu avec pas mal de petits conflits compliqués, où j'ai beaucoup assisté à la souffrance de ma mère. C'était un peu spécial. Et j'ai beaucoup vu, par contre, ma mère se battre pour nous. Voilà, à ce moment-là, ça a duré 3 ans. Dans le sens où, à partir de ce moment-là, on nous a virés de la maison, on était quasiment à la rue, on a été hébergés chez un ami de famille, tout ça, mais elle a continué de se battre, elle continue d'avoir la tête haute et tout. Et je pense que c'est peut-être d'elle que j'ai appris mon rôle de père. C'est un peu spécial de le dire, non, mais j'ai appris mon rôle de parent, voilà. Je pense pas que ce soit dérangeant, en fait. Voilà. Et quelque chose qui est bizarre, je sais pas si c'est générationnel, mais moi je suis très très proche de mes enfants, on parle beaucoup, je suis très tactile, beaucoup de câlins, beaucoup de je t'aime, beaucoup de voilà, je les rassure, alors que mes parents, aucun des deux, même la blanche, n'était comme ça. Donc ça, je ne sais pas si c'est un excès de trucs que j'essaie de rattraper, que je n'avais pas eu. Je ne sais pas si je me suis dit que pour être un bon père, il fallait le faire, mais bon. Ça, par contre, je ne saurais pas te dire d'où je le tire. Mais l'aspect combatif me vient sûrement de cette expérience avec ma mère. Et l'aspect très, très attentionné aux détails, tout le temps demander comment ça va, vient peut-être de ce souvenir que j'ai de mon père qui s'occupait de nous tous les matins. Peut-être. Modèle extérieur, non. Parents extérieurs, vu que notre famille a toujours été fonctionnée un peu... On n'a pas été trop famille. On a été élevé dans le cercle familial, père, mère, frères et sœurs. Okay. Donc j'ai pas été confronté à d'autres personnes. Et mon jeune âge, au moment où j'étais père, non, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Mais si on te demande comment tu as appris, du coup. Comment j'ai appris? Oui. Je pense que j'ai fait ce que j'imaginais bien, ce que mon cœur voulait faire. À l'instant. Ouais. Il fallait faire manger l'enfant. Donc je suis allé prendre un petit boulot. J'ai fait préparateur de commandes en France. J'ai pas réfléchi, en fait, il faut manger, on va chercher à manger. J'étais pas quelqu'un qui me projette, je veux faire des grandes choses. Non, je savais même pas ce que je voulais faire déjà à l'époque.
Je l'ai su que très tard. Donc il fallait de l'argent, j'ai travaillé. Et pour être un bon partenaire? Bon, c'est la pire chose là. J'ai encore eu moins de modèles. Bon, déjà, la question c'est, suis-je un bon partenaire? Être un bon partenaire, je crois que j'ai appris très tard. J'ai appris très tard cette espèce de règle que c'est un échange, en fait, dans la vie. C'est pas j'essaie de tirer du monde le plus que je peux. On ne peut pas gagner et ne rien donner, ou pas assez. Il faut que ce soit équilibré. Et c'est quand c'est équilibré et c'est quand c'est déséquilibré que les gens se séparent. Du coup, parce que la question, c'est pas quand est-ce que tu as appris, c'est comment est-ce que tu l'as appris. J'ai appris à un moment donné En fait, à un moment donné, je me suis dit que j'avais compris comment ça fonctionnait. Et je vivais avec cette certitude. Et j'ai encore eu un nouveau choc qui m'a appris que finalement, en fait, ce que je pensais être la bonne règle, c'était une erreur. Et donc j'ai appris en commençant à réaliser que ça ne fonctionnait pas pour une raison que je traîne depuis toujours. Voilà, il fallait que j'identifie la raison pour laquelle ça ne fonctionnait pas. Et c'est même pas lié juste à la vie de couple, c'est lié à toutes les relations humaines en fait. Donc quelqu'un qui sait je pense que quelqu'un qui sait gérer ses relations de couple, c'est une personne qui sait autant gérer ses amitiés que ses relations professionnelles, je pense. S'il est conscient de comment ça fonctionne, je pense que c'est la même règle. C'est donnant-donnant.